Esteban Ocon est le pilote le plus sous pression en 2023 pour moi. Et oui, on peut évoquer les cas de Tsunoda qui doit jouer sa place, de Piastri qui fera des débuts très observés, de Perez qui ne doit pas lâcher face à Verstappen, de Zhou dont l'avenir n'est pas encore assuré, ou de Sainz qui doit faire mieux. Mais il me semble que la situation la plus à scruter, c'est celle du numéro 31 qui va justement devoir s'y mettre sur son 31. A première vue, je vous l'accorde, tout va excellemment bien pour Esteban Ocon. Il a encore un contrat pour les 2 prochaines saisons, il est confortablement installé dans un projet ambitieux et national, il a un niveau dont plus personne ne doute, sa place est on ne peut plus légitime, on lui fait confiance, il donne satisfaction, il arrive dans un âge fabuleux pour piloter une Formule 1, il a en plus l'étiquette de vainqueur de Grand Prix, c'est royal. Le plus fort, c'est que tout ça n'était pas gagné. Il a une carrière assez cabossée, il a failli passer 2 fois à la trappe. La première, fin 2014, quand Lotus, son équipe, et Gravity, son partenaire, le lâchent en grande difficulté financière. La suite de sa carrière est alors menacée, mais il est tellement fort que c'est Toto Wolff en personne qui va aller le chercher. Derrière, il bat Verstappen dans une saison de GP3 légendaire et il doit attendre une demi-saison pour avoir sa chance en Formule 1. La deuxième frayeur, c'est une injustice. La faillite de Force India l'a évincé au profit de Lance Stroll fin 2018, une perte de siège totalement illégitime, et voilà qu'à 21 ans, sans jamais n'avoir rien fait de mal, il était sans siège, complètement en dehors de la Formule 1. Ça aurait pu le tuer? Eh bien non, au contraire, il a travaillé, il a prouvé par sa qualité qu'il méritait de revenir, il a été excellent en tant que 3e pilote chez Mercedes, et donc il s'est relevé. C'est aussi ça Esteban Ocon, et j'aime à le rappeler, une carrière tortueuse alors qu'il n'a jamais déçu sportivement, bien au contraire même, c'est un mec qui s'est fait uniquement à la force du poignet malgré des injustices, pas d'argent, pas de sponsor, pas de pistonnage, que de la compétence. À l'époque actuelle, c'est important. Alors puisqu'on est là-dessus, je continue pour faire un petit peu un bilan d'où en est Ocon aujourd'hui. Faut dire que depuis qu'il est arrivé en Formule 1, il s'est tapé que des coéquipiers énormes. Il a commencé avec Pascal Wehrlein chez Manor, un jeune qui avait une cote au moins aussi excellente que la sienne, qui était également soutenu par Mercedes, qui avait lui démarré la saison dès le début, qui avait donc 12 grands prix de plus dans les pattes. Eh bien c'est Esteban qui a le plus convaincu, qui a obtenu le cœur de Mercedes et de Toto, et aujourd'hui quand on voit où ils en sont l'un et l'autre, il n'y a pas photo. Après, il a fallu aller défier Sergio Perez, une référence du midfield, présent depuis 2011, avec un sacré niveau, un caractère très fort et des gros sponsors en soutien. Pas du tout évident, mais pour un mec qui n'avait que 9 courses d'expérience en arrivant chez Force India, je pense qu'il a fait bien mieux qu'espéré. C'est un des pilotes dans le midfield qui a le mieux tenu tête à Sergio Perez. Ensuite, après une année de pause où il a donc fallu se réadapter, eh bien il s'est mangé un Daniel Ricciardo qui avait le vent complètement dans le dos, un vainqueur de Grand Prix qui débarquait pour faire la star chez Renault et tout relancer un projet. Eh bien il s'en est plutôt bien sorti également, et chez Alpine aujourd'hui, il n'y a pas photo entre lequel on voudrait avoir. Et évidemment, il y a ensuite Fernando Alonso, un destructeur de coéquipiers, un écraseur de concurrence, un animal politique aussi. Mais je crois qu'on peut dire que, à part Hamilton, dans toute la carrière d'Alonso, son coéquipier qui s'en est le mieux sorti, c'est Esteban Ocon. Alors oui, l'Espagnol a 40 ans, il a eu plus de malchance avec la mécanique et l'effet de course, mais Ocon a plus que résisté à ce monstre. Franchement, il n'y a rien à redire. Donc la liste est quand même très belle, et maintenant, va falloir se taper Gasly. Pas de repos pour Esteban, il n'y a pas une année facile. Enfin bref, aujourd'hui, Ocon a atteint un niveau absolument indéniable et irréprochable. Ses 3 podiums et sa victoire en sont la cerise sur le gâteau, évidemment, mais ce que je trouve le plus fort, et à mon avis c'est la même chose du côté des équipes, c'est sa régularité, sa propreté à toute épreuve, son niveau plancher extrêmement satisfaisant et rassurant, et aussi sa capacité croissante à aller chercher de plus en plus de gros résultats. Il est juste parfaitement installé et en plus il va rentrer dans ce qu'on peut appeler son prime prochainement. Tout va bien, tout va super bien même, mais des énormes défis l'attendent. Je dirais même que la période qui commence maintenant est la plus importante de sa carrière puisque c'est celle qui va définir sa place en Formule 1. Le premier défi qu'il rencontre, c'est de répondre à la question fatidique: est-il World Championship Material ? Je vais en profiter pour expliquer cette expression que j'utilise. Elle est tirée d'une phrase de Cyril Abitboul qui, dans un onglet
parfait, mais à l'accent terriblement français, décrivait alors les capacités de Renault. Ça m'a marqué et du coup j'en ai fait une catégorie dans laquelle je range les pilotes qui selon moi peuvent être champions du monde. Pour y entrer, c'est simple, faut répondre oui à la question suivante. Ce pilote gagnerait-il des titres s'il jouait dans un top team? En tout cas, pourrait-il jouer le titre? Hamilton et Verstappen sont évidemment là, je mets aussi facilement Alonso, même si ces titres datent d'il y a longtemps pour moi. Demain dans la Mercedes, il joue le titre, il n'y a pas photo. Leclerc et Russell aussi, ça y va, c'est des World Championship Material en puissance, il n'y a pas photo. Et personnellement, j'arrête le trait à Norris, pour moi, il y est. Je sais que ça fait débat, mais depuis 2 ans, je m'explique souvent un sujet. Pour moi, Lando, demain, dans la Ferrari, ouais, ça joue le titre. Après, il y a d'autres types de pilotes. Les jeunes, Piastri, Joe, Sargent, c'est trop tôt pour se prononcer. Il y a ceux auxquels je réponds non, les Stroll, les Bottas, mais également les Perez ou les Sainz qui ont prouvé actuellement que, pour l'instant, ils ne sont pas World Championship Material. Et après, il y a la zone grise, celle où il y a Pierre Gasly, mais aussi Esteban Ocon. Pour l'instant, je ne les mets pas dedans, mais on manque un petit peu d'éléments pour juger, puisque par la force des choses, Esteban n'a jamais conduit dans un top team. Il reste quand même difficile à juger, on a besoin peut-être d'un petit peu plus de preuves d'un talent comme ça. En tout cas, Esteban va devoir nous convaincre dans un sens ou dans l'autre prochainement. Le deuxième défi, c'est évidemment l'immense duel qu'il attend face à Pierre Gasly. Alors, halte aux amateurs de drama, j'estime personnellement que leur relation va très bien se dérouler sur et en dehors de la piste. Déjà dans le fond, à la base, ce sont 2 amis, et surtout ce sont 2 grands professionnels qui ont autre chose à faire que de se tirer dans les pattes. Ils savent également que celui qui fera la moindre bêtise perdra l'appui de l'équipe et du public, ce qui équivaudra à flinguer sa carrière. Mais force est de constater que sur la piste, à la fin, il n'en restera sûrement qu'un. Vu qu'ils ont le même âge, qu'ils sont au même stade de leur carrière, qu'ils ont la même nationalité et qu'ils vont conduire désormais la même voiture, ils vont être en comparaison permanente. Et c'est logique. Celui qui sera battu d'ici 2 ou 3 ans, je pense, aura du mal à s'en remettre. Il sera perçu comme moins bon et aura alors 29 ou 30 ans. Il y a moyen de finir une très belle carrière, mais pour ce qui est d'aller jouer un titre, de monter dans un top team ou d'être le numéro 1 d'un projet, oui, je pense qu'il n'y aura qu'une seule place entre les deux. Je vais dire que seul le vainqueur final de ce duel pourra encore espérer de grandes choses en Formule 1, en tout cas je pense. Et ça, ils le savent, et il y a aussi le fait que l'opinion publique, la rumeur et les simplifications vont aller bon train, surtout dans le public français. Ce sont sûrement 2 ou 3 facteurs qui vont déterminer l'image de chaque pilote. Et à ce petit jeu, à l'heure actuelle, c'est Esteban qui démarre avec le plus de pression. Quand Gasly aura cette année l'excuse du temps d'adaptation et aura le bénéfice du doute, lui est censé démarrer avec un avantage, celui de déjà connaître l'équipe et la voiture, et d'avoir un retour technique qui est déjà sur la bonne ligne. Autrement dit, on attend de lui qu'il soit devant, ce serait la logique, et si ce n'est pas le cas, en revanche, là ce serait vraiment très difficile pour lui. Personnellement, je vais bien évidemment regarder ce duel avec plus de recul, de détails et de mesures, mais il est vrai qu'il n'existe qu'un scénario duquel Esteban ressort grandi à la fin de la saison, c'est celui où il est devant, quand Pierre, lui, a plus de temps, plus d'options. Hâte de voir comment ils vont se départager, mais je pense que c'est déjà donc une année décisive et charnière pour Esteban Ocon. S'il n'est pas le leader d'Alpine en 2023, ça peut devenir compliqué. Après, il faut évidemment voir les conditions. Et je l'annonce juste, je ne suis pas pessimiste. On peut aussi voir l'effet inverse. La numéro 31 peut dominer la numéro 10. Et là, ça donne une autre perception à la carrière de son pilote. Finalement, on en revient au fait que pour ces 2 pilotes, le duel entre les deux va tout déterminer. Simplement, Esteban bénéficie de moins de temps, a plus de pression, et pour lui, les choses vont aller plus vite que pour Pierre. Dernier point de pression, et pas des moindres, sa situation contractuelle. Alors, on l'a dit en début de vidéo, il a un contrat jusqu'à la fin 2024, mais déjà, ça va arriver très vite, 2024, et puis Pierre, lui, a une option pour 2025, ça veut dire que le prochain chez Alpine à aller parler dans les bureaux et à négocier quelque chose, eh bien c'est Esteban, et c'est jamais anodin. Nul doute qu'il est totalement valuable pour une équipe et qu'en plus je trouve qu'Alpine le paye en dessous de ce qu'il devrait parce que le contrat a été prolongé avant la victoire en Hongrie et désormais en 2021, donc ça commence à dater au niveau des prix. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'Alpine peut vouloir le prolonger, mais la question c'est quand va-t-elle lui proposer quelque chose et pour quelle durée ?
Et là, la logique, elle est plutôt du côté de la patience pour un board qui, l'été dernier, s'est fait complètement surprendre par une situation qu'il n'avait pas assez anticipée et dans laquelle il n'avait plus de marge de manœuvre. Clairement, je pense qu'ils vont être très attentifs avec les durées et les clauses des contrats et qu'ils vont vouloir éviter une situation où ils sont coincés avec 2 pilotes titulaires, mais un qu'il faut renouveler et potentiellement d'autres jeunes qui arrivent, et surtout dans le cadre d'un duel entre 2 jeunes pilotes prometteurs dans une écurie qui va encore essayer une montée d'un step cette année. Donc clairement, on va attendre de voir ce que ça donne sur la piste et ils ont raison, autant se laisser toutes les cartes en main et évaluer tous les paramètres. L'enjeu, il est moyen terme. Je pense à la saison 2025, au début de laquelle Alpine saura qui est son numéro 1 entre Ocon et Gasly. Si c'est Ocon qui s'est imposé, je pense que Gasly sera probablement encore à côté, vu son contrat, et que le duo fonctionnera plutôt très bien. Sinon, si Gasly n'est plus là, c'est que ça marche pas. Mais là où c'est intéressant, c'est que si c'est Gasly qui est considéré comme ce numéro 1 en 2025, alors c'est beaucoup plus compliqué pour Esteban. Il faudra voir dans quelle mesure il obtient une prolongation ou pas, quelles sont ses autres options ou pas. Et on n'oublie pas non plus les 2 petits jeunes, Martins et Douane, qui sont pétris de talent vraiment et qui sont à une bonne saison de Formule 2 près de taper très fort à la porte et de faire une réminiscence du cas Piastri. On est évidemment beaucoup trop loin pour savoir ce qu'il va se passer précisément, d'autant plus que les autres équipes entrent dans la danse, etc. Vous savez qu'en Formule 1, la vérité d'un jour est rarement celle du lendemain. Mais ce que je décris, c'est la vérité du rapport de force à l'instant T. Gardons à l'esprit que la prolongation ou non d'Esteban Ocon est un des sujets les plus importants pour Alpine dans l'année et les 2 années qui viennent. Beaucoup va jouer là-dessus, pour l'écurie comme pour le pilote. Voilà, j'ai fait le tour de la question, j'avais évidemment fait un titre un petit peu provocateur, mais dans le fond, Esteban Ocon a beaucoup de pression cette année. J'attends vos avis sur lui, sur sa saison et sur son duel face à Gasly. En commentaire, je veux bien votre pourcentage de points marqués par l'un et par l'autre cette année. Ça m'aidera en prévision de la vidéo pronostic qui arrivera la semaine prochaine avant les essais hivernaux. Allez, j'ai hâte de vous lire et de discuter avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est ça qui permet à la chaîne de continuer de grandir, surtout en ce mois, à quelques semaines de la reprise de la Formule 1 où plein de belles choses vont arriver. Sur ce, comme d'hab, je vous quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle que même si le monde end stone, la vie est belle. Celle-là, j'en suis fier. À bientôt.